Cette semaine, pour les gens qui s'intéressent à l'actualité, on a eu du travail. Ah tiens, je montre aux personnes qui regardent en même temps, parce que des fois vous me voyez regarder ailleurs. Alors voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il y a. Voilà, c'est une table de mixage, des ordis, des appareils. Voilà. Voilà ce que je fais en même temps que je vous cause. Parce qu'en plus de vous causer, j'essaie de faire de la technique en même temps. Donc je disais que pour les personnes qui s'intéressent à l'actualité internationale, il y avait beaucoup de choses cette semaine, parce que j'espère que vous n'avez pas raté, que c'était les élections aux États-Unis, que on espère que M. Donald Trump a perdu. C'est pas sûr, mais c'est à peu près gagné. Donc, beaucoup d'observateurs de la géopolitique n'ont pas beaucoup dormi, hein, parce que voilà, il y avait quand même beaucoup de suspense. Pendant toute une partie de la nuit de mardi soir, les observateurs ont été surpris parce que Trump avait plus de voix que prévu. Donc c'est quand même intéressant d'analyser que malgré la crise du Covid, eh bien, il a quand même réussi, on va dire, à sauver un petit peu les meubles et à ne pas perdre autant que ce que les sondages et les spécialistes avaient imaginé. Ceci étant, tout semble s'aligner pour que Joe Biden remporte ces élections. Alors donc, comme on a l'habitude de dire, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Donald Trump n'est pas élu. La mauvaise nouvelle, c'est que Joe Biden est élu. Et Joe Biden, c'est quand même pas non plus, c'est pas le super pote qu'on peut imaginer, hein. C'est quand même un mec qui est très 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 à droite de la gauche américaine, qui a 78 ans, qui est pas tout frais. Et voilà, donc faut pas imaginer que les États-Unis sont passés à gauche parce que Donald Trump n'a pas été réélu. Et puis, de la même façon, il faut bien voir que le fait que Donald Trump a fait beaucoup plus de voix que ce qu'on imaginait, il a même fait encore plus de voix qu'au précédent scrutin, en 2016, ça montre que, eh bien, il y a quand même un problème dans le système politique américain, et donc dans les démocraties occidentales en général, puisque le vote pour Trump, c'est essentiellement un vote populaire. Donc c'est essentiellement voilà, les classes les plus dominées, les plus défavorisées, qui votent pour ce milliardaire. Alors ça peut nous sembler paradoxal que des gens qui n'ont rien à gagner parce que cet homme a pratiqué une politique agressive à leur égard, en supprimant par exemple le peu de droits en termes de santé que Obama avait essayé de mettre en place aux États-Unis, c'était déjà pas terrible, en tout cas très loin de ce qu'il y a en France et qui est en train d'être cassé depuis plusieurs années en France, notamment par le gouvernement Macron, qui là s'en mord un petit peu les doigts. Eh bien, les gens aux États-Unis votent quand même pour Trump, qui a cassé le peu qu'Obama avait mis en place pour essayer de les protéger sur le plan sanitaire. Donc, ça montre que les élections, il ne faut pas les envisager d'un point de vue uniquement rationnel, en tout cas pour les milieux très populaires. S'ils ont voté pour Trump, c'est parce qu'ils savaient, et en cela ils ne se sont pas trompés, que Trump allait déranger, que Trump était opposé au système normal tel qu'on l'entend habituellement. Et là-dessus, ça a quand même plutôt fonctionné. Ils ont réussi à faire bugger un peu le système, même le système international. Puisque d'un point de vue géopolitique, Trump, il a quand même pas mal chamboulé un peu la donne. Mais avant de reparler un petit peu des États-Unis, comme on en a beaucoup entendu parler sur les ondes et voilà, à la télé, enfin moi j'ai pas la télé mais à la radio, etc., on va parler un petit peu d'autre chose. On va faire la jonction avec les précédentes chroniques. Vous vous rappelez que dans les semaines précédentes, je vous avais parlé notamment de la Pologne. Parce qu'il se passait quoi en Pologne, si vous avez suivi? En Pologne, il y a une lutte acharnée depuis 15 jours maintenant pour le droit à l'avortement. Dans tout le pays, il y a eu des blocages des voies de communication. On a même parlé d'une grève des femmes. Et tout cela donc avec aussi des manifestations monstres, des manifestations monstres malgré le risque du virus, parce que le virus fait des dégâts aussi en Europe centrale et en Europe de l'Est. Mais les gens et les femmes surtout, et toutes les personnes qui les soutiennent, voulaient quand même se battre malgré le virus, prendre le risque de tomber malade et peut-être même d'en mourir, parce que c'est quand même un virus qui peut nous tuer, il ne faut pas l'oublier. Et donc ils avaient voulu dépasser ce risque-là pour se battre pour le droit à l'avortement. Et il y a quelques jours seulement, le Premier ministre polonais demandait la fin de la barbarie des manifestations. Il considérait que c'était les manifestations qui étaient barbares, puisque, par exemple, les manifestations avaient attaqué les églises, puisque les églises, je le rappelle, sont très réactionnaires en Pologne. Et donc pour demander le droit à l'avortement, et le chef du parti ultra-conservateur au pouvoir dénonçait une mobilisation visant carrément à détruire la Pologne. Donc il y avait, il y a 2 jours encore, un discours très ferme de la part du pouvoir. Mais aujourd'hui même, j'ai encore la chance d'annoncer de bonnes nouvelles comme ça en direct sur des choses qui viennent de se passer.
le pouvoir vient de reculer et a annoncé suspendre la loi qui visait à restreindre encore le peu de droit à l'avortement qu'il y a. Il n'y a quasiment pas de droit à l'avortement en Pologne. Il y avait une loi qui visait encore à le limiter. Mais face à l'énorme contestation, le pouvoir vient de reculer aujourd'hui. Le ton a changé, en tout cas officiellement, car le gouvernement ne s'attendait pas à une mobilisation aussi forte, et surtout les enquêtes d'opinion ont montré que le parti Droit et Justice, parti qui est au pouvoir, a perdu 10 points de popularité. Le président polonais n'a quant à lui jamais eu autant de désapprobation dans les sondages depuis son arrivée au pouvoir. Donc une majorité de Polonais semble soutenir cette mobilisation. Voilà, donc c'est plutôt chouette. On envisage la Pologne comme un pays uniquement catholique et très marqué, par exemple, par l'antisémitisme. Je pense que pendant la guerre, ils n'ont pas attendu Hitler pour commencer à s'attaquer aux Juifs. Et même après la Seconde Guerre mondiale, il faut le rappeler, en Pologne, il y a des pogroms qui ont continué. En 1946, par exemple, on attaquait encore les Juifs après la guerre, alors qu'Hitler s'était déjà suicidé. Mais là-bas, il continuait parce qu'il... Eh bien, la Pologne, ce n'est pas que ça. La Pologne, c'est aussi un mouvement social. On se rappelle de la lutte du syndicat Solidarność. C'est aussi une avant-garde artistique et littéraire. On se rappelle de Kundera, par exemple. Et aujourd'hui, donc, c'est la lutte pour le droit des femmes, c'est la lutte contre le patriarcat, et qui semble gagner l'ensemble de la société, si bien que le pouvoir est contraint de reculer, et qu'il vient de reculer aujourd'hui même. Ce qu'il reste à voir en Pologne, néanmoins, c'est la stratégie sur le moyen-long terme, puisque d'un côté, on a des manifestants et des manifestantes qui refusent tout compromis et qui appellent à continuer à descendre dans la rue. En cela, ils ont bien raison, parce que dès qu'il y a une brèche qui s'ouvre, dès qu'on commence à essayer de gagner un peu contre un pouvoir aussi solide que les pouvoirs qu'on a à la tête de nos pays, eh bien, il faut essayer de continuer pour obtenir le plus possible, pour essayer de s'engouffrer. Donc si elles et ils arrivent à obtenir un droit étendu de l'avortement, ben, ça serait pas mal. Donc c'est pour ça qu'ils veulent continuer. En face, le gouvernement n'entend pas du tout ben, voilà, entendre ces revendications. En tout cas, cette victoire en Pologne est importante puisque c'est très rare que le mouvement social soit victorieux dans la rue ces dernières années en Europe. Par exemple, il faut le rappeler qu'en France, la dernière victoire claire que la rue a obtenue face à un gouvernement, c'était le CPE, et c'était en 2006, donc ça fait quand même bientôt une quinzaine d'années. Sinon, on n'obtient pas grand-chose, on obtient des micro-victoires, mais voilà, en Pologne, ils viennent de réussir à faire reculer un gouvernement sur une loi qui était quasiment déjà passée. Donc bravo les amis polonais, et bravo aussi de vous battre malgré un virus qui fait des dégâts chez vous aussi, parce qu'on imagine que le système de santé n'est sans doute pas meilleur qu'en France. Et puisqu'on est en Pologne, on reste en Europe centrale, on va même encore vers la Russie avec l'Ukraine. En Ukraine, il y a eu plus d'1 millier d'Ukrainiens qui, vendredi 30 octobre, il y a quelques jours donc, ont manifesté et protesté devant la Cour constitutionnelle à Kiev. Pourquoi? Donc tous ces manifestants luttent contre la corruption. Parce que l'Ukraine, pardon, la Pologne aussi sans doute, mais l'Ukraine particulièrement, est un pays très 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 corrompu. On se rappelle qu'il y avait eu un grand mouvement pour essayer de réformer l'Ukraine et pour proposer un peu plus de rapprochement sur les standards européens. En tout cas là, les manifestants brandissaient donc devant la Cour constitutionnelle de la capitale à Kiev des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Fuck corruption » ou alors Cour corruptionnelle d'Ukraine. Voilà, puisque la justice, évidemment, couvre ces processus de corruption ukrainiens. Les manifestants criaient encore « Dehors les cochons de la Cour constitutionnelle ». Ils ont lancé des grenades fumigènes dans l'enceinte du bâtiment et menacé d'investir les locaux de la Cour constitutionnelle. Et, chose étrange, c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'en soi, des manifestations contre la corruption, il y en a un peu partout, un peu tout le temps. Ce qui est déjà pas mal. Mais bon, pourquoi? Là, je vous en parle parce qu'on n'a pas bien compris pourquoi la police est assez peu intervenue. Il n'y a pas eu d'attaque par la police, attaque lacrymogène, etc., comme on pouvait l'imaginer. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que la police a peur du rapport de force? Parce que bon, défendre une justice corrompue, ça fait que ça commence à faire pas très très classe. Est-ce que aussi une partie des policiers soutiennent ce mouvement? Il est possible que les policiers en Ukraine, ils galèrent comme tout le monde, c'est des salariés qui galèrent, même s'ils n'ont pas forcément choisi le bon côté, et qui soient opposés, eux aussi, à cette caste à la tête du pouvoir ukrainien qui est ultra corrompu. En tout cas, c'est toujours important de repérer les moments dans l'histoire des mouvements sociaux, et c'est d'autant plus facile à repérer que c'est très rare, les moments où la police est fébrile, les moments où la police est presque à changer de camp, les moments où les forces de l'ordre commencent à dire non mais on en a marre de réprimer ces gens-là, ça devient un petit peu compliqué. Parce que c'est souvent des événements très importants, peut-être même des événements
les prémices d'événements révolutionnaires. On reconnaît la qualité d'une mobilisation, notamment dans le fait que la police hésite à réprimer voilà, aussi brutalement et aussi facilement que d'habitude. Donc là, voilà, en Ukraine, il y a eu une petite hésitation des forces de l'ordre à réprimer ces manifestants qui luttaient contre la corruption. Revenons quand même au gros du jour, aux USA. Donc je vous l'ai annoncé tout à l'heure, Biden est quasiment élu. J'ai pas réécouté là les dernières minutes, mais tous les décomptes montrent qu'il va sans doute être élu. Alors, première précision, les élections américaines n'ont pas été truquées. Hein, si vous suivez les réseaux sociaux, vous risquez d'être exposé à des contre-informations, à des non-informations, à des purs mensonges. Si on imagine que l'ensemble du gouvernement américain a été capable de truquer les élections, dans ce cas-là, on peut tout imaginer. Dans ce cas-là, ça ne sert même plus à rien de réfléchir et d'essayer de se poser des questions. Si vous partez du principe qu'on ne peut pas faire un minimum confiance à certains observateurs locaux qui sont là-bas, dans ce cas-là, on n'a plus qu'à accepter de devenir fou tout de suite. Sinon, si vous acceptez qu'il puisse rester des bribes de confiance qui circulent à travers le monde, on est obligé de constater que Trump a effectivement perdu ses élections. De peu, non, il les a quand même bien perdues, mais on imaginait qu'il allait perdre beaucoup plus. Mais il a quand même perdu. Alors pourquoi est-ce qu'il a perdu? Très, très logiquement, comme partout dans le monde, la majeure partie de l'électorat est quand même composée de personnes plutôt âgées. Les personnes qui votent le moins, c'est plutôt les jeunes. Et du coup, voilà, et les vieux, ça a été un petit peu difficile de leur dire que le virus, c'était pas très important. Et encore aujourd'hui, Trump faisait des meetings où il enlevait son masque. Encore une fois, il disait que c'était un truc de peureux de porter un masque. Sauf qu'il y a quand même eu des milliers et des milliers de personnes qui ont été touchées aux États-Unis, qui sont ou tombées gravement malades ou qui sont mortes, et qui ont pu voir qu'il y avait un petit problème dans le système de santé. Et puis dans tous les cas, la mort produit un effet de réalité. C'est comme ici en France. Si vous pensez que le coronavirus, c'est un complot qui a été créé, que ça n'existe pas, j'espère que vous n'allez pas l'attraper, parce que si vous l'attrapez, vous allez vite vous rendre compte que fonctionner comme ça, dans des termes purement complotistes, ça marche pas. Quand on est rappelé à la réalité, c'est un peu compliqué. De la même façon, si vous pensez que tous les vaccins sont des poisons qui servent à intoxiquer vos enfants, le jour où vos enfants tomberont malades d'une maladie grave parce qu'ils n'auront pas été vaccinés, si vous ne les vaccinez pas, comme c'est déjà le cas dans certains endroits, il y a des foyers dans les milieux alternatifs dans le nord de l'Europe et sans doute bientôt aussi dans le sud de la Drôme, des foyers de retour d'infection parce que des gens refusent de se vacciner. Alors pourquoi pas? Moi j'avais déjà expliqué dans cette émission que c'était une juste sélection d'espèces, puisque si leur folie les amène à ne pas se vacciner et à mourir, en soi c'est le processus darwinien qui opère. Hein. Et voilà. Donc sur le conspirationnisme aux États-Unis, il ne faut pas imaginer que les élections ont été truquées. Si elles avaient été truquées, il y a quand même un système de justice. On n'est pas non plus en Afrique. Ah oui, parce qu'en Afrique, il y a eu des élections aussi. Oui, cette semaine, il y a eu plein d'élections. C'était la fête des élections. Il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Et là-bas, ils se cachent un peu moins, puisque le président sortant en place, qui a été réélu, il a été réélu avec plus de 90% des voix. Alors je crois que c'est 92 ou peut-être 94%. Là, en général, quand ça part comme ça sent pas très bon. Quand en plus il y a des morts dans la rue, dans les manifestations et qu'il enferme tout le monde, là, vous pouvez vous dire que les élections sont truquées. Mais aux États-Unis, non, c'est pas ce qui s'est passé. Il y a réellement plus de gens qui ont voté pour Joe. Donc voilà, première chose à comprendre. Mais sinon, indépendamment des élections, il faut rappeler aussi des éléments de contexte historique aux États-Unis. D'abord, je voulais vous dire, bon, en fait, je ne l'ai pas fait, je comptais dire ça en premier, mais je ne l'ai pas fait. Je comptais vous expliquer qu'à New York, pour la première fois depuis toute l'histoire des États-Unis, j'aime bien les trucs qui sont la première fois depuis toujours. C'est un peu mon dada dans ces chroniques, c'est d'essayer de relever les inédits historiques, les trucs qui sont jamais arrivés et que pour la première fois de la vie, il se passe. Donc pour la première fois de toute la vie, une femme noire a accédé aux États-Unis à un poste clé dans la police de New York, dans l'État de New York. Pardon. Puisqu'en effet, le maire démocrate de New York, Bill de Blasio, a nommé Juanita Olmes Chefe. Je ne sais pas pourquoi j'ai lu ce nom, parce qu'en général, j'enlève les noms propres, parce que ça ne sert pas à grand-chose, vu que vous allez l'oublier dans 2 minutes, et à part me taper la honte sur la difficulté à le lire, ça n'a aucun intérêt. Donc, le maire démocrate de New York a nommé une femme noire chef des patrouilles de police, et ça l'a placé, cette femme, à la tête de 77 commissariats. Et donc, à la tête de la majorité des policiers de la police de New York.
Et il faut savoir que la police municipale de New York, celle donc voilà, de cette capitale économique quasiment des États-Unis, c'est pas la capitale puisque c'est Washington, mais c'est la première police municipale de toutes les États-Unis. Il y a 35 000 policiers à New York. Et donc c'est une femme, et une femme noire, qui va diriger plus de la moitié de ces 35 000 policiers, de cette plus grosse police municipale des USA. Bah, c'est pas rien quand même, une femme à la tête de la police de New York, et une femme noire. Non, vous en foutez, vous. Forcément. Il n'y a que moi que ça interpelle, c'est que cette histoire-là. Bon, en tout cas, le principal syndicat de policiers new-yorkais, qui ne doit pas être un syndicat sympa, puisque c'est le principal syndicat de policiers new-yorkais. C'est un peu comme le... Bon, je ne vais pas faire de comparaison, mais il ne faut pas s'imaginer que ce soit des gens super cool. Ceci dit, ce syndicat, qui est hostile aux maires démocrates, a quand même été très content de la nomination de cette femme. Même si ce syndicat appelait à réélire Donald Trump, comme quoi ils sont quand même pas super cool, le syndicat majoritaire dans la police, eh bien les policiers new-yorkais ont désespérément besoin de leaders compétents comme cette dame, j'enlève son nom parce que voilà, donc de leaders capables de résister aux hommes politiques et à freiner le déclin de cette ville. Voilà ce que disait sur Twitter le président de ce grand syndicat de police new-yorkais. Donc voilà, après une mère lesbienne à Bogota retenait une femme noire à la tête de la police de New York. Bon, elle n'est pas vraiment à la tête de la police, parce qu'il y a plusieurs chefs de la police, mais elle est chef d'une grosse partie, de 77 commissariats quand même. Donc voilà, des policiers se faire diriger par une femme, et en plus par une femme noire, ça doit faire tout drôle. Comme quoi, les choses changent, ça bouge. Ça ne veut pas dire que tout est gagné, encore une fois, hein. C'est comme l'élection de Barack Obama, c'était un point important, mais ça ne voulait pas dire que le monde est parfait et que le capitalisme, c'est bon, c'était devenu cool. Non, non, pas du tout. Et Barack Obama, il faut rappeler que c'est celui qui a le plus bombardé le Pakistan et l'Afghanistan. Et après, on s'étonne que là-bas, les gens sont un peu fous et pètent les plombs et manifestent contre l'Occident. Bah oui, mais bon, comme il y a un grand noir qui les a bombardés avec des avions téléguidés pendant 8 ans, ça leur a pas trop fait plaisir. Aux États-Unis, toujours, qu'est-ce qui s'est passé? Si on ne savait pas encore si Trump avait perdu ou pas, en tout cas, on savait que pour la première fois de toute l'histoire des États-Unis, pour la première fois de l'histoire du monde, une femme transgenre âgée de 30 ans a été élue ce mardi au Sénat des États-Unis. Elle a été élue sénatrice de l'État du Delaware, dans le nord-est des USA, et donc c'est une première dans l'histoire politique de ce pays, qui a bien dû faire rager Trump et tous ses copains. Je précise qu'une femme transgenre, ça veut dire que c'était un homme qui est devenu une femme. Voilà, une femme qui était un homme, mais qui se sentait femme et qui a fait le nécessaire avec éventuellement des opérations et éventuellement un traitement hormonal chimique, ou parfois rien, mais qui décide d'être une femme. Voilà. Et donc, cette personne a réussi à se faire élire sénatrice quand même. Âgée de 30 ans, elle a réussi ce coup de force aux États-Unis. Donc, encore une fois, comme quoi les choses changent, parce que ça veut dire que les institutions sont capables de laisser passer quelqu'un comme ça, et aussi que l'électorat, que les gens ont voté pour quelqu'un comme ça. Le Victory Fund, une organisation qui milite pour l'élection de personnes transgenres et de personnes homosexuelles, etc., a qualifié cette victoire de rappel puissant que les électeurs américains rejettent de plus en plus la politique d'intolérance et favorisent des candidats qui se battent pour la justice et l'égalité. Selon le Victory Fund, seules 4 personnes transgenres sont élues dans les États américains. Donc les autres sont élus, mais ils ne sont pas élus à ce rang de sénatrice, sénateur ou sénatrice. Et voilà, ils ont des plus petites fonctions. Donc là, c'est quelqu'un de transgenre qui va rentrer donc dans le Parlement américain. Je pense qu'ils vont devenir fous au Parlement. Voilà, donc ça s'inscrit dans cette lame de fond que j'essaie de vous expliquer presque à chaque fois, d'effondrement du patriarcat. Donc on a vu la Pologne, et ben il y a aussi ça. Sur les questions transgenres, on peut rappeler aussi ce qui s'était passé à l'Eurovision avec des candidats voilà, qui sont à la fois en talons aiguilles et à la fois avec une barbe. Voilà, par contre, musicalement, on n'y gagne pas, hein. On y gagne sur le front du patriarcat, mais sur le plan esthétique, on n'y gagne pas toujours. Et puis voilà, ça nous rappelle aussi ce que j'avais expliqué avec le phénomène BTS, avec le côté un peu androgyne de ces personnages, et donc sur le trouble, voilà, le trouble dans les identités. Et en France, vous me direz-vous, qu'est-ce qu'il en est en France? Bon, en France, au Sénat, il n'y a pas de personnes transgenres. Ça, il va falloir attendre encore, à mon avis, allez, je dirais 20 ans, 20, 25 ans, j'espère. Encore que c'est pas forcément ce que je souhaite aux personnes transgenres, c'est de rentrer au Sénat, hein. C'est pas, je milite pas pour que des gens deviennent
juge ou président. Ils ont peut-être des choses mieux à faire de leur vie que de rentrer au Sénat. Ceci dit, en France, donc, on n'a pas de femme transgenre sénatrice. Mais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé en France? Ça, c'est la rubrique « Le saviez-vous » Eh bien, en France, je comptais vous en parler au printemps, mais il se trouve qu'il y a eu la première vague du virus, donc j'ai pas pu parler depuis très longtemps. Mais là, j'ai pu ressortir un bout de chronique que j'avais préparé au printemps, puisque pour la première fois de l'histoire politique de toute la France, pour la première fois de toujours en France, cette année, au printemps, en 2020, lors des élections municipales, donc au début de la pandémie, vous vous rappelez, eh bien, dans une petite commune située à une trentaine de kilomètres de Lille, dans le Nord, une femme transgenre a été élue maire pour la première fois. Voilà, ça ne s'était jamais produit, mais en France aussi, nous avons la première élue maire. Aux États-Unis, il y en a 4 plus 7 sénatrices, donc ça fait 5. Et en France, il y en a une pour la première fois, c'était en 2020. Comme quoi, on dit souvent que le Nord, c'est un pays d'arriérés, qui sont... Voilà. Eh ben non, le Nord, c'est l'avant-garde. Sur ce coup-là, c'est l'avant-garde de la civilisation. À côté de Lille, une femme transgenre a été élue. Alors pourquoi je dis avant-garde de la civilisation? C'est pas que je milite pour que les gens changent de sexe. C'est juste que s'il y a quelqu'un qui se sent pas bien dans une identité qu'on lui a assignée depuis l'enfance, eh bien, si on croit en la liberté, il faut laisser aux personnes la possibilité de décider ce qu'elles sont. Si quelqu'un s'appelle Jean-Paul et qu'il s'est jamais senti vivre comme un Jean-Paul et qu'il a envie de s'appeler Françoise ou Caroline, peu importe, eh bien, la liberté, c'est de lui permettre de devenir ce qu'il a envie d'être. Voilà, tout simplement. Et donc, pour la première fois, une femme transgenre a pu être élue en France lors de ce printemps. Je la cite, elle se considère comme, citation, complètement femme depuis environ 5 ans, après une transition progressive pendant une quinzaine d'années. Elle s'appelle Marie, elle n'a pas encore changé d'état civil, mais elle entend le faire prochainement pour éviter les tracasseries administratives. Donc techniquement, cette femme, sur sa carte d'identité, elle a un prénom de garçon, voilà, c'est un garçon, c'est marqué homme sur sa carte d'identité, mais elle va faire bientôt le changement. Il faut savoir que en France, on a le choix sur nos cartes d'identité qu'entre homme ou femme. Eh bien, ça, c'est du passé déjà. C'est fini. L'avant-garde de l'humanité, elle se lit en bonne partie sur les réseaux sociaux, et comme vous l'aurez remarqué, sur Google et sur Facebook, quand vous remplissez vos comptes, on vous demande homme, femme, autre, et il y a même encore un truc, ne veut pas répondre, indéterminé, tout ça. Donc, ces deux catégories homme-femme ne suffisent plus à définir le monde. Bientôt, tôt ou tard, la France devra, elle aussi, changer la façon d'imaginer nos papiers d'identité, et à la naissance, on se contentera plus de dire garçon ou fille, peut-être qu'on se dira on verra bien, il ou elle verra quand il sera grand. Et d'ailleurs, tous les spécialistes de la petite enfance disent bien que pour les tout petits, ça ne sert pas vraiment à grand chose d'imaginer que ce soit un garçon ou une fille. Je précise que l'un des pays où le changement de sexe, le changement d'identité entre garçon et fille est techniquement, d'un point de vue chirurgical, le plus facile, c'est où il y a le plus d'opérations, et parmi les plus grands spécialistes chirurgicaux de ces opérations, pour transformer un pénis en vulve ou inversement, ce pays, c'est l'Iran. Voilà, ça risque de vous surprendre, mais l'Iran. Pourquoi? Parce qu'en Iran, l'Iran, c'est un pays chiite, et les chiites ont réussi à trouver une justification religieuse, donc dans l'islam, qui est de dire que lorsque Dieu n'a pas forcément bien réussi son chef-d'œuvre, c'est que Dieu n'est pas complètement parfait. Enfin, il est parfait, mais parfois, l'homme doit l'aider à accomplir sa perfection. Donc, c'est pour ça que les hommes doivent travailler. Les hommes doivent progresser et parachever l'œuvre de Dieu. Et si Dieu a fait un humain qui ne se sent pas forcément bien dans son identité, la responsabilité des hommes, d'un bon musulman, c'est d'aider à parachever ce travail divin en éventuellement faisant une opération chirurgicale qui permet de changer. Voilà comment on a trouvé cette justification religieuse. Par ailleurs, je précise qu'au Pakistan, pays des purs, dont la capitale est Islamabad, eh bien là-bas, sur les cartes d'identité, c'est un peu plus compliqué que chez nous. Et oui, paradoxe voilà, des paradoxes géographiques. Là-bas, eh bien, les transgenres sont beaucoup plus, ont une existence légale et même une existence sociale. Ça existe depuis longtemps dans la société, des personnes, des personnages qui sont un peu entre les deux. Je vous cache pas qu'ils ont quand même pas la vie facile, hein, que c'est un peu en dessous des femmes encore et en dessous des prostituées. Mais ça existe quand même. Voilà donc sur la question du patriarcat. Donc une femme transgenre élue au Sénat américain et élue en France. Sinon, pour faire encore la transition avec la semaine dernière, le Chili. Vous vous rappelez qu'on avait parlé des élections au Chili, qui avaient permis de mettre fin à la constitution pinochiste par référendum. Eh bien, il y a eu mieux.
hier, il y a eu la démission du ministre de l'Intérieur du Chili. Pourquoi c'est cool, ça? En soi, un ministre de l'Intérieur, on s'en fiche qu'il démissionne, ça reste des histoires de politica, ça reste des histoires de gouvernants, etc. Je suis bien d'accord avec vous sur ce point. Ceci dit, il se trouve que ce ministre de l'Intérieur n'était autre qu'un fiefé pinochiste, un grand défenseur du dictateur pinochiste, puisque à la fin de la dictature de Pinochet, il avait été élu maire dans une grande ville du Chili. Et c'était lui qui était devenu à la tête donc de la police du gouvernement du Chili, et c'est lui qui a réprimé de façon féroce les manifestations qui ont eu lieu au Chili pour protester contre ce gouvernement ultralibéral et très à droite et très réactionnaire sur le plan des mœurs, très catholique. C'était lui qui avait réprimé ces manifestations, une répression féroce qui avait fait des morts et des dizaines de blessés. Eh bien, il vient de sauter. Cette semaine, ce ministre vient de sauter. Le Parlement chilien l'avait déjà suspendu de ses fonctions puisqu'il est accusé d'être responsable. C'est même pas qu'il est accusé, c'est que de fait, s'il y a des policiers qui font des massacres dans la rue au Chili contre les manifestants, c'est évidemment le ministre de l'Intérieur qui est responsable. Donc, comme le vent semble tourner un petit peu au Chili, le Parlement avait suspendu ce ministre et là, il vient carrément de présenter sa démission au président qui a accepté. Je rappelle que le président avait totalement défendu le travail de son ministre de l'Intérieur. Donc voilà, un recul aussi à souligner au Chili. Je terminerai par cette première partie de la bobine romanaise par le cas de l'Algérie. Ce qui me fait faire une transition avec le Chili, c'est que, comme au Chili, il y avait dimanche dernier, donc une semaine après le Chili, en Algérie, des élections pour réformer la Constitution. Alors le parallèle, malgré les écarts religieux et civilisationnels et géographiques, les milliers de kilomètres qui séparent le Chili et l'Algérie, on a quand même deux situations qui se ressemblent à 2 dimanches d'intervalle, avec des points communs et des points différents. Quels sont les points communs? Un mouvement de rue très puissant qui a obligé le gouvernement à faire un référendum pour modifier la Constitution. Et donc voilà, les référendums ont eu lieu à 2 dimanches d'intervalle. Les points de différence, c'est que j'avais déjà évoqué l'idée qu'au Chili, un référendum, ce soit pas toujours aussi chouette qu'on l'imagine. J'avais déjà posé la question des élections. Bon, est-ce que des élections, c'est toujours bien? Est-ce que ça vaut le coup de se réjouir du fait que la constitution pinochiste a sauté au Chili? En partie oui, en partie ça reste des élections. Eh bien, c'est exactement ce problème qui illustre l'Algérie, puisqu'en Algérie, dimanche dernier, se tenaient aussi des élections visant donc à réformer la constitution, sauf qu'en Algérie, là, c'était clairement des élections piège à con. Voilà, ces élections visaient essentiellement à neutraliser le mouvement d'opposition qu'on a appelé Hirak, le mouvement de rue donc, et voici les résultats. Suspense, qu'est-ce qui s'est passé en Algérie? J'espère que vous avez vérifié quand même, que vous avez regardé, que vous êtes tenu au courant, parce que l'Algérie, c'est important. Encore une fois, on est liés, hein, entre l'Algérie et nous, il y a quand même un pont. La Méditerranée, ce n'est qu'un petit lac, facile à traverser, et que tant d'entre nous ont traversé dans tous les sens. Donc, les résultats du référendum en Algérie, c'est une écrasante victoire des opposants au régime, puisque le taux d'abstention a battu tous les records, record historique, encore une fois, encore un inédit historique dont je vous parle en Algérie, avec 87% d'abstention. Évidemment, les médias algériens n'ont pas du tout présenté des choses comme ça. Ils ont présenté des choses comme le oui à la réforme de la Constitution l'a emporté, un peu comme au Chili. Voilà, l'a emporté avec, je ne sais pas, très très peu des 23% des gens qui ont participé, enfin non pas très peu, mais la majorité, imaginons, je ne sais pas, ouais, 20% des gens qui ont voté pour la réforme de la Constitution. Sauf qu'évidemment, ce n'était pas des élections, vu que tous les opposants au régime étaient ou en prison ou interdits de faire campagne, que la presse est muselée. Précisons d'ailleurs que le président Tebboune, vous vous rappelez, je vous avais dit la semaine dernière que ce président algérien qui n'avait même pas le courage de se faire soigner dans son pays, même pas le courage d'être malade dans son propre pays, même pas le courage éventuellement de mourir dans son pays, ben lui il est toujours en Allemagne, il n'était même pas là pendant les élections. Et oui, parce qu'il a bien le virus, ça y est, maintenant ils ont fait les tests, on a les résultats, il a le virus. Rassurez-vous, sa situation est stable. Enfin, rassurez-vous, je ne sais pas. Comme quoi le virus, il nous embête quand même, hein. Il avait l'occasion de faire sauter Trump, il n'a pas... Voilà. Là, il a l'occasion peut-être avec Tebboune. On va voir. En tout cas, il y a des élections dans son pays pour réformer la Constitution et le gars, il n'est même pas là. Comme quoi, le mouvement a réussi à faire sauter Bouteflika, qui n'était plus vraiment vivant, il n'était plus vraiment présent de toute façon. Et ben, on en a remis un autre qui est même pas là. De toute façon, je sais pas, à la fin, ils vont peut-être faire élire des marionnettes, mais des vraies marionnettes, des vrais personnages, des avatars, voilà, à la tête de l'Algérie, tellement ça les dérange pas.
Néanmoins, de ce référendum de dimanche dernier en Algérie, les réseaux sociaux qui nous permettent de nous informer, comme quoi il n'y a pas de complot mondial, vu qu'on arrive à avoir des informations. S'il y avait un complot mondial, on ne pourrait pas le savoir qu'il y a un complot. Bref, les réseaux sociaux ont fait état d'incidents. Et voilà, comme ça, aucune censure n'a les moyens d'empêcher tous les humains de dire ce qui se passe. Donc s'il y avait une flambée épidémique quelque part, par exemple en Chine, il y aurait forcément des humains qui arriveraient à le filmer, à le diffuser sur les réseaux sociaux. Et c'est le cas en Algérie. On a fait croire que c'était des élections qui s'étaient très très bien passées, sauf qu'il y a eu des émeutes et des marches nocturnes, des manifestations, des affrontements avec la police, des urnes et des bulletins qui ont été détruits, en Kabylie notamment. Et ça, bah voilà, c'est apparu sur les réseaux sociaux, puisque la censure, même d'un gouvernement aussi puissant que le gouvernement militaire algérien, qui pourtant s'y connaît en répression, bah, n'arrive pas à empêcher la communication, grâce notamment au fait que ça passe très rapidement en France, où là on a beaucoup plus de possibilités de relayer, et sans faire le relais dans nos médias. Pourquoi en Kabylie? Bah, je rappelle que la Kabylie, c'est le fer de lance de l'opposition politique au régime militaire algérien, et que les Kabyles, ça fait très très longtemps qu'ils ont choisi l'abstention, le refus des élections, comme mot d'ordre politique et comme tactique politique pour refuser le pouvoir en place. De toute façon, ils n'ont pas beaucoup de choix puisque leur langue, leur existence même est quasiment déniée, ce qui est ballot puisque c'est quand même, ils étaient là en Algérie avant les Arabes, donc c'est quand même pas très sympa de les réprimer parce que c'est pas une minorité, c'est les autochtones, c'est les indigènes. C'est pour ça que quand on parle de colonisation algérienne, les gens qui ont fait pas mal de mal en termes de colonisation de l'Algérie, bah, c'est notamment les Arabes. C'est les Arabes, enfin les Arabes, ils ont colonisé l'Algérie et ils continuent de coloniser la Kabylie. Ils continuent de maltraiter les Kabyles, de leur interdire leur langue, de leur interdire leur drapeau. Si vous sortez un drapeau kabyle, un drapeau berbère en Algérie, si la police vous voit, vous pouvez aller en prison pour ça. Voilà ce qui se passe. Tiens, il y a des trucs qui s'affichent sur l'écran. Peu importe. Donc, alors quelles sont les grandes villes de Kabylie? C'est notamment Tizi Ouzou. Je rappelle qu'on a perdu le grand chanteur de Tizi Ouzou pendant le confinement. Donc voilà, il y a eu des manifestations et des interpellations aussi à Alger. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi sur l'Algérie? Oui, toujours à propos de ce grand pays, ce vaste, grand et magnifique pays qu'est l'Algérie. On vient d'apprendre hier, ou en tout cas moi je l'ai appris aujourd'hui, le décès de Lakhdar Bourega. Lakhdar Bourega qui vient de mourir à 87 ans. Qui c'est cet homme-là? Pourquoi je vous en parle? Parce que des gens qui meurent en Algérie, il y en a plein. À 87 ans, bon déjà c'est pas mal. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un héros de la première résistance anti-française, voilà, une grande figure de la guerre de libération, quelqu'un qui a combattu la colonisation française de toutes ses forces entre 1954 et 62, sans doute même avant 54. Après l'indépendance, ce résistant, en France on aurait appelé ça un résistant, est tout de suite devenu un opposant politique au FLN, le Front de Libération Nationale, parce qu'en France on a hélas l'idée que les seuls qui ont lutté contre le gouvernement, contre la France, contre l'armée française, c'était le FLN. Mais non, en Algérie, il y avait plein d'autres gens que le FLN qui luttaient contre la France. Et je dirais même que le FLN, c'était loin d'être les plus sympas, c'était loin d'être nos potes. Le FLN, déjà pendant la guerre d'Algérie, alors c'était un contexte particulier, mais bon, n'empêche qu'ils coupaient le nez et les oreilles des gens qui n'étaient pas dans leur camp. Ce qui est pratique à peu près barbare. Alors après, on s'étonne que Bouteflika et que la libération a mal tourné. Ben non, ça n'a pas mal tourné le régime algérien. Le FLN était déjà mal tourné dès le départ. Avant 1962, avant l'indépendance de l'Algérie, le FLN, pour dire ce que je dis là, les gens se faisaient massacrer pour être critique contre le FLN. Et donc lui, très tôt, même s'il avait combattu, il a été emprisonné et torturé, par exemple, de 1967 à 1975. Donc cet homme-là, qui vient de mourir aujourd'hui, Lakhdar Bourega, à 87 ans, il a été sans doute plus torturé par les Algériens du FLN que par les Français qui l'avaient combattu. Encore une fois, c'est pour ça que c'est important de complexifier, de rappeler la complexité de ce qui se passe. Donc il a été torturé de 67 à 75 sous la présidence de Boumedienne. Boumedienne, c'est un de ceux qui a pris d'assaut le régime algérien, fraîchement devenu libre, et qui a opéré ce tournant ultra-sécuritaire à la fin des années 60 et dans les années 70. Lakhdar Bourega fut un des membres fondateurs du Front des Forces Socialistes, le plus ancien parti d'opposition d'Algérie qui a été créé en 63, juste à la libération. Et pourquoi on en a parlé aussi? C'est que cet homme-là, donc de 87 ans, qui vient de mourir, il a été jeté en prison il n'y a pas longtemps. L'an dernier, il était en prison du 30 juin 2019 au 2 janvier 2020. À son âge, il a passé des mois et des mois enfermé en prison parce qu'il était toujours
dans le camp de la liberté, dans le camp du partage, dans le camp de la lutte contre l'injustice. Il a commencé très jeune à lutter contre la colonisation, contre l'armée française, et il a fini en prison. Il y a quelques mois encore, il était en prison, puisqu'il faisait les manifestations, malgré son grand âge, il participait aux marches dans la rue, aux marches pacifistes du Hirak, donc en Algérie. Évidemment, par sa simple présence, il donnait une charge et une émotion au mouvement de libération algérien qui était énorme. Il était entouré par toute cette jeunesse qui l'accueillait comme un héros, parce que de fait, c'est un héros. Il s'est battu contre la France, il s'est battu contre les militaires algériens ensuite, et il a été mis en prison à la fin. Son arrestation et son placement en détention avaient évidemment suscité une vive indignation et avaient montré vraiment à quel point le pouvoir algérien était prêt à tout. Et là, il vient de mourir. Alors maintenant qu'il est mort, ça y est, on en fait un martyr, un héros. Il va être enterré avec tous les honneurs dans le plus beau cimetière d'Alger, dans le carré des martyrs, etc. Comme quoi. Petite pause musicale. Nous partons dans le sud de l'Espagne avec encore une fois un petit peu de guitare classique avec Recuerdos de la Alhambra, toujours par Ana Vidovic. A tout de suite.